L'idée, pour clôturer cette première journée, puisque le colloque se poursuit demain toute la journée, était de donner la parole à ceux qui ont plutôt constitué jusqu'à présent des objets de la discussion, certains des objets de la discussion, à savoir des artistes ou des gens engagés dans une activité artistique, tout simplement pour leur demander la manière, et c'est la question que je leur pose, que je vais leur poser, et à partir de laquelle je vais leur demander d'intervenir dans un premier temps, avant qu'on puisse échanger, quel rapport ils entretiennent avec les sciences sociales dans leur pratique artistique. Comment les sciences sociales nourrissent ou pas leur pratique artistique, de quelle manière ça se passe. Alors, je vous présente tout de suite les trois intervenants. François Bernard Mache, qui est musicien, compositeur, associé à ce courant qu'on a appelé la musique concrète, notamment un groupe extrêmement important dans l'histoire de la musique contemporaine, le GRM. François Bernard Mache a un lien étroit et institutionnel avec les sciences sociales, puisqu'il a été directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Il faut rappeler que cette institution a donc accueilli en son sein des gens en leur qualité d'artistes. Et c'est l'une des spécificités de cette institution dans le paysage académique français. Voilà, donc je demanderai à François Bernard Mache de commencer d'ailleurs, mais juste deux mots avant des autres intervenants. Sylvie Blocher, qui est artiste, plasticienne, vidéaste, je ne sais pas comment vous aimez qu'on vous qualifie, vous le préciserez peut-être, qui... là encore, je ne suis pas sûr du statut, enfin de votre rapport à ce que vous m'avez dit, qui n'est plus exposé en France, mais j'ai pas bien compris si c'était pour vous une sorte de fierté ou l'expression d'une relation difficile avec le territoire de l'art de ce pays. En tous les cas, votre travail a fait l'objet d'une grande exposition monographique récemment dans un musée important qui est le MUDAM à Luxembourg. Et puis François Bégodeau, qui est écrivain. Je rappelle, Philippe Blocher aussi a une expérience de l'enseignement. Je pense que c'est peut-être important à préciser par rapport aux questions qui nous intéressent également dans les écoles d'art en particulier. Et François Bégodeau, qui lui aussi a eu une expérience de l'enseignement des lettres dans le secondaire, qui est écrivain, qui a publié de nombreux romans et auquel j'ai pensé, puisque pour différentes raisons, mais je vais en citer qu'une, il y a ce dernier livre paru il y a quelques semaines, La politesse, qui nous renvoie à l'enquête présentée à l'instant sur les correspondances de Manosque, puisque c'est un livre qui explore au fond ce monde, cet univers des festivals littéraires, donc cet univers professionnel pour un écrivain à la rencontre du public. Voilà. Alors, je vous laisse tout de suite la parole. Très bien. Oui. Eh bien, je suis content de revenir ici parce que ça me rappelle les années 92 et suivantes où c'est ici que je faisais mon séminaire sur les universaux en musique. Donc, je retrouve cette salle avec curiosité et avec sympathie. Dans la courte présentation que vous avez faite, vous avez rappelé que j'avais été un des cofondateurs du groupe de recherche musicale en 58, et puis après que j'avais été directeur d'études. Mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Et j'ai aussi dirigé le département de musique de l'Université de Strasbourg pendant 10 ans. J'ai enseigné le français, le latin et le grec à Louis le Grand pendant pas mal d'années aussi. Donc je suis un compositeur atypique avec une double casquette universitaire et esthétique. Et l'année où je passais mon prix dans la classe d'Olivier Messiaen, je passais aussi mon agrégation de lettres comme normalien. Donc ne vous fiez pas à cette carrière atypique. Les compositeurs sont rarement des théoriciens et ils ont raison. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que si j'ai pris aussi la casquette du musicologue, c'est parce que le compositeur est quelqu'un qui doit comprendre ce qu'il fait. Mais il y en a qui le comprennent avant, ce sont des théoriciens qui ont un système qu'ils appliquent, je pense à Schoenberg, et puis il y en a qui essayent après coup de comprendre pourquoi ils ont fait ça.
Et moi, je suis plutôt de la deuxième espèce, c'est-à-dire que je me réclame d'Épiméthée plus que de Prométhée. Bon, dans les deux cas, ça se termine mal, mais on verra. La musicologie, comme l'a très bien dit Esteban Buch cet après-midi, n'a pas de clé personnelle pour comprendre la musique. Disons qu'elle ne s'est pas constituée comme une science organisée et qu'elle pioche dans des disciplines voisines pour essayer de comprendre la musique en tant que phénomène social et en tant que phénomène esthétique. Personnellement, j'ai essayé de mettre tout le monde d'accord en disant que la musique, contrairement à ce qui se disait beaucoup dans les années 50, 60 et encore jusqu'à maintenant, n'est pas un art étroitement lié au langage. Son passé européen en faisait une discipline rhétorique. La musique baroque, c'est une rhétorique, c'est la rhétorique de la tragédie et du beau discours appliquée à la musique, avec une espèce de métaphore permanente. Et il est vrai que beaucoup de musiques remarquables ont été faites dans cet esprit. Et il est vrai aussi que le chant et le texte chanté remontent certainement aux origines de l'humanité. Mais ce qui m'a intéressé dans les années 60 et 70, c'est précisément quelque chose qui était totalement méconnu et qui commence à l'être un peu moins, c'est-à-dire les liens que la musique conserve ou retrouve avec la biologie. J'ai fait un séminaire ici sur les universaux en musique avec une méthode de travail qui consistait à repérer ce que j'appelais des phénotypes, c'est-à-dire des ressemblances entre les musiques de tous les temps et de tous les pays, vaste programme, pour voir quels parmi ces phénotypes pouvaient relever de génotypes communs. J'ai emprunté aux biologistes cette terminologie, elle est métaphorique, mais elle n'est pas totalement métaphorique. Elle est également réelle, parce que je suis persuadé que les ressemblances très fortes qu'il y a entre toutes les musiques reposent sur un stock de sollicitations biologiques qui sont dans le cerveau humain. Et pour en être plus sûr, je suis allé voir dans le cerveau des autres êtres vivants qui pratiquent aussi des activités sonores coordonnées. Je pense aux musiques animales. Alors évidemment, ça n'a pas été reçu très volontiers, ni par les intellectuels pour qui l'espèce humaine est quand même à part et la culture est son drapeau, son étendard, ni parmi les musiciens qui ont l'habitude de considérer que la musique, justement, sa dignité est d'avoir une grammaire, un langage, ou plutôt des langages, mais spécifiques. Autrement dit, que le monde culturel et le monde musical à l'intérieur de la culture représentent ce qu'il y a de plus essentiel chez l'homme, c'est-à-dire ce qui le distingue de l'animal. Alors, bien sûr, l'animal n'a pas de langage. L'homme parle, j'essaye en ce moment de le montrer, mais l'animal a de la musique. Et longtemps, on a mis des guillemets, oui, les oiseaux chantent, ils ont une petite musique, c'est gentil, etc. Mais est-ce que depuis l'enregistrement, les musiciens se sont réellement souciés de regarder de près, en pouvant réécouter et réanalyser des séquences sonores? Et si on le fait, comme je l'ai fait, j'ai jeté les bases d'une discipline que j'appelle la zoomusicologie. Et ce que j'ai fait me montre que c'est un peu plus qu'une métaphore subjective et sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de traits musicaux qui sont présents dans un nombre limité d'espèces animales et à l'intérieur des plus doués, comme les baleines ou les oiseaux, seulement dans certains troupeaux ou certaines espèces. Alors, je ne vais pas me mettre à vous expliquer pourquoi, mais je pense que cette orientation un petit peu bizarre dans les années 80 où je l'ai développée apparaît aujourd'hui beaucoup moins bizarre parce que, comme l'ont dit un certain nombre de chercheurs, des préhistoriens notamment, l'humanité a été fortement secouée sur son piédestal. C'est-à-dire que
des gens comme Philippe Descola, que tout le monde connaît sans doute, ou Dominique Lestel, que beaucoup connaissent aussi, ont défendu l'idée d'une origine animale de la culture, et une origine animale qui n'est pas une simple fantaisie sentimentale, mais qui repose sur des observations et des analyses. Alors, j'ai été le compositeur qui a essayé de promouvoir cette vision des choses qui nous oblige à considérer la musique non pas seulement comme un langage, mais aussi comme un réflexe. Et ce qui est réflexe a intérêt à être pris en compte, sinon le musicien peut en être la victime. J'appelle dans ce cas-là victime celui qui se contente de répéter mécaniquement les formules comme l'ostinato, qui sont le blocage de la pensée, mais qui le rapprochent de l'espèce animale. C'est-à-dire que l'animal répète, quelquefois indéfiniment, quelquefois de façon très monotone, mais contrairement à ce qu'on croit, il répète et il varie. Or, la variation est l'essence même de la musique. La musique repose sur l'identification d'un invariant et sur la mise en action d'une variété, d'une variation de cet invariant. Sans cet invariant, la musique est morte, ou elle est très ennuyeuse, on en a des exemples. Avec cette variation, la musique retrouve quelque chose qui est partagé aussi dans le monde animal. Autrement dit, la culture et l'humanité ne se constituent pas comme un monde à part. La spécificité de tradition gréco-biblique n'était qu'une vérité partielle. Bien sûr, les oiseaux n'ont pas de conservatoire, mais ils ont aussi un apprentissage. Et dans certains cas extrêmes, on a montré que les parents adoptifs d'une espèce pouvaient imposer leur chant contre la présence de l'espèce normale. Je pense au bouvreuil de Nicolas Hill, un disciple de Konrad Lorenz. Alors, j'arrête pour les détails. Mais donc, j'ai fait ici quelque chose qui était un peu scandaleux et qui, en tant que compositeur, puisque c'est de la question de base, me servait à comprendre, non pas avant ce que j'allais faire, mais ce que je venais de faire, pour pouvoir rebondir et continuer en faisant autre chose, mais dans la même voie. Et effectivement, j'avais été un des cofondateurs du groupe de recherche musicale, donc j'ai été entraîné à écouter tout ce qui sortait d'un haut-parleur comme porteur de musique. Mais Pierre Schaeffer et la plupart des musiciens des années 50 étaient persuadés que pour que les sons de la nature deviennent musicaux, pour que les bruits soient perceptibles comme musique, il fallait qu'ils ne soient pas identifiés comme bruit. C'est-à-dire que l'écoute réaliste cassait le sentiment musical. Et j'ai voulu montrer le contraire à partir de 1968 en intégrant des sons de la nature dans mes œuvres orchestrales, entre autres. Alors, ce que j'ai voulu faire avec ma réflexion, ce n'est pas justifier par une théorie ce que j'allais faire, mais c'est comprendre pourquoi j'avais eu envie de le faire contre l'opinion dominante. Voilà un peu à quoi peut servir le travail musicologique, même dans une maison comme celle-ci qui, tout de même, est dominée par les historiens et les sociologues, plus que par les anthropologues animaliers comme je suis. Merci François Bernard Mache. Je vous passe la parole, Sylvie Blocher. Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est toujours important d'être invité à un anniversaire, même si on ne connaît pas forcément très bien les personnes qui vous invitent. On a envie d'être de la fête. Alors j'ai commencé avec des spectacles pour rendre la vie présentable, et notamment le dernier spectacle pour rendre la vie présentable que j'ai réalisé avec Gérard Haller était au Festival d'Avignon. Alors je fais cette précision puisqu'on parlait du Festival d'Avignon, donc j'en parlerai d'une façon un peu plus dure. Ce spectacle concernait la question de l'extermination et à l'époque le directeur du festival
c'était en 87, estimait que ça n'avait rien à faire dans un festival, que la France avait été résistante du début jusqu'à la fin, et que donc ce n'était pas tout à fait la peine de monter cette chose-là. Et donc il nous avait d'ailleurs coupé notre subvention, puisque je venais de recevoir un prix pour le spectacle Pour rendre la vie présentable que j'avais monté dans la grande halle de la Villette. Voilà, c'est pas pour me plaindre que je vous raconte ça, c'est pour vous dire qu'en fait, en France, il y a toujours comme ça un côté assez sympathique, mais en fait, les choses sont assez tenues. Voilà. Donc, je parle aussi de cette expérience parce que finalement, elle a été fondatrice dans mon travail. Et pour cette question, enfin, en travaillant sur la question de l'extermination que j'avais absolument besoin d'aborder, moi, femme de cette époque qui est née après la guerre, je me suis rendu compte, et je vais faire très très vite, donc je vais être un peu bizarre, mais je me suis rendu compte que les théoriciens du nazisme, au-delà de leur haine des juifs, ils avaient encore une haine beaucoup plus grande qui était le féminin dans le corps des hommes hétérosexuels. Ce qui m'a beaucoup interrogée, et surtout voyant ça comme une sorte de maladie qui empêchait de diriger les nations, enfin de faire tout acte de direction ou acte héroïque. Je me suis donc intéressée à ce féminin dans le corps des hommes, et bien m'en a pris, puisqu'en fait c'est vrai qu'il est assez simple de s'intéresser au féminin dans le corps des hommes homosexuels, mais dans le corps des hommes hétérosexuels, c'est un peu plus dur parce qu'on touche toute la question du paternalisme, et donc voilà. Donc je me suis intéressée à ces questions-là, et puis lentement, donc c'est en 1987 et en 1991, je fais un manifeste qui s'appelle « Déçue, la mariée se rhabilla », qui est une des rares œuvres que j'ai dans les collections, la collection de Beaubourg, et qui est suite à qui est aussi un acte fondateur, donc qui est ma querelle avec Daniel Buren à l'étranger au sujet de la question de la modernité. Je trouvais que nous étions dans ces débuts des années 90, face à une modernité masculine, blanche, anti-femme, anti-homo, et parfois même colonialiste, une forme d'universalisme un peu, un peu là aussi très cadré et très tenu. Et que moi je m'étais plutôt intéressée par une forme d'universalité démocratique, enfin quelque chose qui serait un peu différent. Je savais peut-être pas trop comment le nommer, mais enfin en tout cas voilà. En tout cas, après Déçue, la mariée se rhabilla, je décide de quitter littéralement l'atelier, au sens où on entend l'artiste est forcément dans un atelier, vous savez, c'est lui qui regarde le monde et tout, et je décide de me mettre en état d'errance. J'avais écrit Contre la terre promise, les délices de l'errance. J'écris aussi des petites choses, des petits textes qui m'aident à comprendre. Par exemple, je nous sommes, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de faire un nous sans jeu, ou est-ce qu'il serait possible de faire du jeu sans du nous. J'entame aussi une sorte de parcours qui s'appelle ULA, Universal Local Art, c'est-à-dire où je me déplace, je ne viens jamais avec mon travail, je me déplace sur place et je tourne en tendant, en créant des tensions entre une position, ce que j'appellerais locale, et une position, ce que j'appellerais universelle. Donc, je ne travaille plus qu'avec des gens que je rencontre par annonce. Il y a des extrêmes, comme par exemple, j'ai tourné avec des chauffeurs de taxi légaux à Toronto. Bon, je les ai pas trouvés par annonce, ça se trouve pas dans le journal, mais enfin, je les ai trouvés dans les dispatchers la nuit. J'ai aussi travaillé avec des milliardaires de la Silicon Valley. Ça, c'était pour une monographie avec le MoMA de San Francisco, ou avec des physiciens du CERN. Mais j'ai travaillé aussi avec des gens du même immeuble, de la même ville. Voilà. Donc, en fait, j'installe des protocoles de tournage qui sont assez stricts, et notamment dans toute cette série qui s'appelle les Living Pictures. Donc, ce sont des espèces de portraits peut-être assez dérangeants. J'en ai pas amené aujourd'hui parce qu'il faudrait du son et que c'est pas bien possible. Mais alors, les gens se mettent devant ma caméra. Je ne les choisis pas. Je suis contre l'idée du meilleur modèle.
voilà, cette espèce d'idée moderniste aussi qui aurait le modèle, le meilleur modèle pour l'artiste. Donc je donne un nombre de participants, je passe, ça dépend des œuvres. Et puis voilà, les gens se présentent devant ma caméra. Ce qui est sûr, c'est que j'aime pas tout le monde. Donc je teste là aussi mes propres limites vis-à-vis de l'altérité, vis-à-vis de l'autre, et je commence à travailler avec eux. Alors je travaille avec eux avec des centaines de questions. J'ai écrit dans ma vie des centaines, des milliers de questions qui varient suivant ce que je sens de la personne qui est à côté de moi. Et puis ces questions, ce sont souvent des questions d'enfants, des questions auxquelles on ne peut pas répondre, comme par exemple, je sais pas moi, décrivez-moi extrêmement précisément la mort, si le beau rencontre le froid, qu'est-ce qui se passe, voilà, des choses comme ça. Et je dois dire que tout le monde, des gens riches aux pauvres, on est tous absolument ennuyeux. Je le dis avec ironie, mais en fait nous sommes tous parfaitement construits, nous aussi là derrière, tout le monde sait à peu près ce qu'il doit mettre pour être aujourd'hui à une conférence à l'EHESS, c'est un anniversaire, et en fait on est tous construits dans notre par l'éducation, par l'État, par tout un tas par nos liens familiaux, enfin voilà, je dis toujours qu'on est mieux designé que CNN, et donc ce qui m'intéresse en fait, c'est de travailler avec les gens qui sont face à la caméra. Je ne suis pas derrière la caméra, je ne suis jamais derrière la caméra parce que je ne fais pas d'interview, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas du documentaire. Et je travaille jusqu'au moment, alors ça c'est assez incroyable, au moment où quelque chose tout à coup bascule, c'est-à-dire il y a une question, je ne sais pas pourquoi, qui fait un trou, et il y a quelque chose qui s'extrait et qui d'une certaine façon ne pourrait être absolument jamais fait ou jamais dit dans la réalité. En plus, mes questions ne sont jamais personnelles, donc je ne suis pas du tout quelqu'un de voyeur. Et donc, je récolte ces choses-là, et quand je les montre aux participants, à chaque fois, ils me disent « ce n'est pas moi ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas eux, c'est eux. Quand ils ont ce moment-là, ils se transfigurent, je sais pas quoi. Ils changent littéralement physiquement, ils se figent. Et donc, voilà, j'assemble en fait des fragments de ce n'est pas moi. Voilà, j'ai essayé de faire très vite. Je dirais tout de suite, je dirais encore que ce qui m'intéresse, c'est la grande question des affects, et que j'estime que peut-être moi qui m'intéresse tellement à la philosophie, qui ai tellement lu de philosophes, je trouve que les philosophes de la deuxième partie du XXe siècle n'ont pas fait tout à fait leur travail, que les affects, peut-être à cause de la question du nazisme, avec tout ce qu'on a pu appeler l'affect des foules, ils ne se sont pas intéressés à cette question, et je pense que de laisser d'éradiquer l'affect par des formalismes durs qui auraient plus rien à voir avec le monde ou qui ne seraient plus affectés par le monde, je pense que c'est d'une certaine façon ce qui nous a conduit directement à une situation d'être dans une position pré-lepéniste. Merci Sylvie Blocher. Mais je passe la parole à François Bégodeau. Bonsoir. Je vais essayer d'être rapide. Concernant mon rapport aux sciences humaines en tant qu'écrivain, il faudrait que je commence d'abord par dire mon rapport aux sciences humaines tout court. Et ce que je dois noter immédiatement, c'est qu'il a été... Moi, j'ai fait un parcours de littéraire, on va dire. J'ai fait des études de lettres, puis je suis devenu prof de lettres, et puis maintenant je suis écrivain, je produis des lettres. Il se trouve que j'ai une certaine appétence pour les sciences sociales, mais qui m'est venue de façon extrinsèque à cet axe littéraire, qui lui-même, je veux dire, de par ses lois propres, n'induisait pas... ne donnait pas forcément cette appétence-là, enfin en tout cas ne prédisposait pas ou n'inclinait pas ou ne préparait pas une appétence pour les sciences humaines. Ça s'est fait, l'extrinséquité de cette affaire, elle est très simple, c'est pour le coup un intérêt profond pour la question sociale, un intérêt pour la question politique et sociale qui fait que, évidemment, si on est un tout petit peu sérieux, si on commence à réfléchir sur ces choses-là, on croise quelque chose comme les sciences sociales. Voilà. Et exemplairement la sociologie, moi j'ai surtout... lu, disons, en périphérie de mon axiome littéraire, essentiellement de la sociologie, je dirais. Et puis, évidemment, de l'histoire ou ce genre de choses, mais essentiellement de la sociologie. Je voulais commencer par là pour dire à quel point, un littéraire en tant que littéraire peut très très bien passer complètement à côté de cette chose-là. Il n'y a rien dans son cursus qui
ne le porte à ces affaires-là. Alors après, comme auteur, disons, alors après, sur la question sociale aussi, je voudrais dire que je me sers toujours, moi, de la sociologie comme une espèce d'hygiène de contrepoint à ce qui me paraît vraiment le poison majeur du débat public, c'est-à-dire la généralité creuse, la généralité purement comme ça, péremptoire, jamais nourrie évidemment d'études. Ou bon, à ce titre-là, j'ai toujours trouvé très très sain d'aller quand même regarder toujours ce que la sociologie dit de telle ou telle question dont le débat public aurait tendance à s'emparer. Bon, c'est toujours très sain, je trouve, quand on est par exemple submergé d'énoncés qui commencent par les Français, les Français, les Français, ce dont les hommes politiques ont le secret. Ils sont très dispendieux en la matière. C'est toujours intéressant d'aller voir comment les sciences sociales, elles, divisent ces entités totalement creuses en un certain nombre de catégories, de pratiques, etc. Je voulais commencer par là. Alors après, comme auteur, je dirais que je fais un peu l'inverse de ça. C'est-à-dire que tout en ayant quand même, justement, de lecture amatrice en lecture amatrice, j'ai toujours été assez approximatif, moi, dans ma pratique disons, de la littérature sociale, enfin, en tout cas, des textes produits par les sciences humaines. Quand même, ça finit par constituer un petit patrimoine conceptuel, quoi. Alors, quand il m'est arrivé d'écrire des livres qui avaient une certaine incidence sociale ou croisaient en tout cas des problématiques dites sociales, ça a été le cas quand j'ai fait un livre sur l'école, ça a été le cas quand j'ai fait un livre sur une infirmière, et puis le livre dont Sylvain parlait, qui vient de sortir et qui essaie qui raconte la circulation d'un auteur, je dirais, dans le champ littéraire. Alors précisément, je n'arrive pas neutre devant ces réalités-là, que j'essaie de rendre compte de façon la plus juste. Et j'essaie autant que possible d'oublier ce que je sais, le peu que je sais en sociologie, hein. Et notamment cette armature conceptuelle que je trouve tout à fait pertinente, mais que je dois absolument retrancher pour écrire. Là, j'entendais tout à l'heure nos prédécesseurs. Très très vite, il y a cet arsenal théorique bien connu, constitué très largement autour de Bourdieu. Alors le légitime, le capital culturel, l'habitus, tout ça, ce qui est un peu comme ça récité. Encore une fois, je le dis sans malice parce que je pense que c'est des concepts absolument opératoires, hein. Simplement, il est évident que moi, quand j'écrivais mon livre qui s'appelle La politesse, donc sur cet auteur qui circule dans le champ littéraire, j'avais le mot champ littéraire en tête, mais il était hors de question qu'il apparaisse sur la page. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire toujours, moi, c'est de diviser. Diviser autant je sais gré à la sociologie de produire des catégories qui justement font contrepoint par rapport aux généralités creuses du débat public, autant moi j'essaie plutôt de me situer de diviser ces catégories-là pour revenir à du particulier. Quitte à ce qu'au bout du compte, décrivant le plus particulièrement possible le particulier, ça recoupe un certain nombre d'intuitions de la sociologie ou de catégorisation de la sociologie. Mais il faut autant que possible, je dis bien autant que possible parce que c'est impossible, se refaire une virginité par rapport à ça, quoi. Bon. Alors après, c'est vrai que j'ai toujours... je me dis du coup qu'il pourrait y avoir une complémentarité, je dirais, entre le travail littéraire, qui pour moi travaille vraiment sur le particulier, sur la singularité, sur la subjectivité. Par exemple, dans mon livre, le champ littéraire n'est vu qu'à travers la circulation d'un auteur, un auteur un peu lambda, mais un auteur quand même, dans des situations très précises, très fragmentaires, hein. Alors, il n'y a aucun énoncé théorique pratiquement dans le livre, il n'y a que des situations, hein. C'est ce que j'appelle diviser les concepts par les situations, ce qui me paraît ce que j'avais essayé de faire sur l'école aussi. Et là, je me dis que finalement, il y aurait une fraternité possible entre la littérature et les sciences sociales, qui serait tout simplement un rapport de complémentarité, d'amitié complémentaire, quoi. C'est-à-dire que le romancier travaillerait un peu dans l'infra, dans le divisé, dans le fragmentaire, dans l'individuel, dans le très subjectif, même si évidemment quelqu'un qui connaît un peu la sociologie comme moi sait bien que la notion même d'individu est très problématique, hein. Mais on fait un peu comme si. Et puis les sociologues travailleraient, disons, de niveau au-dessus, disons, d'examen ou de restitution de la réalité par catégorie, etc. Mais il se trouve que cette complémentarité de principe qui me fait un peu rêver comme ça, moi j'essaie un peu de circuler entre les deux. J'ai l'impression, j'aurais terminé là-dessus, et c'est une intuition, hein, une intuition qui demande à être invalidée. J'espère qu'en fait elle n'est pas valide. Que finalement les deux pôles ne se regardent plus beaucoup, quoi. Alors je ne sais pas s'ils se sont jamais regardés, mais j'ai quand même l'intuition que dans les années 60-70, il y avait un dialogue permanent entre les sciences sociales et la littérature. Alors ce que je constate là empiriquement et intuitivement, c'est que il me semble que, ce que je crois pouvoir affirmer
c'est que dans le champ littéraire, c'est-à-dire venant des romanciers par exemple, j'en connais quand même pas beaucoup qui lisent des sciences sociales. Je dirais même que j'en connais aucun, pour tout dire. Bon, alors après, ça n'engage que mon expérience qui est très limitée, mais quand même, c'est pas rien. Et puis inversement, je n'ai pas senti, je ne vois pas, notamment dans les sociologues que je suis un peu, que je lis assidûment, que j'écoute assidûment. Bon, il est assez rare que je les vois mentionner un roman, quoi, dans au sein même, je dirais, de leur travail. Hein, comme si, bon, il était presque postulé que les sciences sociales n'auraient pas grand-chose à apprendre des romans, quoi. Alors, il est évident que, alors ça, il m'a pas échappé que, d'ailleurs, on en a vu un exemple juste avant, que la sociologie de la culture, ça existe. La sociologie s'intéresse beaucoup à la culture comme champ, comme un certain nombre de pratiques. Est-ce que la sociologie est traversée quand même parfois par l'idée que le travail, disons, d'appréhension du réel que peut produire une certaine littérature documentaire pourrait l'aider dans ses propres travaux? Ça, j'en suis pas convaincu. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas énormément de marques, quoi. Mais encore une fois, ça n'est qu'une intuition. Merci à tous les trois pour ce premier tour de parole. Avant d'ouvrir la discussion au public, moi, je voulais poser deux questions. La première renvoie à une discussion que nous avons eue avec François Bégodeau il y a quelques mois. Je l'avais mis en situation de dialogue avec quelqu'un qui occupe une position un peu particulière puisqu'il est à la fois anthropologue, chercheur en sciences sociales et en même temps auteur de littérature. C'est quelqu'un qui s'appelle Éric Chauvier, qui publie ses livres chez Alia. Et on avait eu une discussion avec Éric Chauvier et François Bégodeau sur la question autour de deux livres, celui sur l'infirmière que François Bégodeau mentionnait, qui venait de paraître, et celui d'Éric Chauvier qui s'appelle « Les mots sans les choses », et qui était un livre sur... pour le dire avec les mots de Pierre Bourdieu, puisqu'il a été beaucoup question de lui cet après-midi, sur l'effet de théorie, sur la percolation en quelque sorte des concepts de manière un peu sauvage dans le langage ordinaire, sur cette façon que nous avons de parler d'hystérie d'une manière qui ferait que Freud se retournerait dans sa tombe, ou d'habitus et Norbert Elias en serait un peu surpris, etc. Donc Chauvier travaillait là-dessus, et donc ma question qui se pose à vous trois, même si elle est évidemment différente, puisque le rapport au langage est probablement différent dans vos pratiques artistiques aux uns aux autres, c'est comment faire, quand on est artiste, avec ces traces de sciences sociales qui finissent par exister dans le langage ordinaire. Parce que c'est une chose, ce que François Bégodeau vient de dire, c'est d'essayer consciemment de tenir à distance des concepts, de décider de ne pas imprimer le mot champ dans un livre qui porte sur un champ pourtant, consciemment. C'en est une autre d'avoir une vigilance encore plus soutenue, je dirais, par rapport à cette situation dans laquelle, paradoxale, dans laquelle beaucoup de gens constatent, est-ce vrai, que les sciences sociales ont moins d'effets, moins d'influence sociale que dans les années 60-70, et en même temps un monde dans lequel elles sont de façon diffuse, beaucoup plus présentes, mais de manière ordinaire en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une très grande différence déjà entre la musique, la littérature et les arts plastiques. Et je pense que les arts plastiques en France n'ont absolument pas le même statut. D'ailleurs, il suffit de voir à hautes études, il n'y a pas vraiment de section, de cours d'art. Enfin, on peut on peut envoyer des étudiants. Il y en a, mais beaucoup moins que ce qu'on peut trouver en littérature pour moi ou en musique. Voilà, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné le jour où je suis venue voir. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai envie de rappeler une petite chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez du catalogue de Bourdieu pour Hans Hack au Musée d'Art moderne. Bon. Dans mon monde de l'art contemporain, c'était un scandale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le moment pile où tout le monde de l'art s'est vraiment mais focalisé sur une sorte de haine de tout ce qui pourrait être sociologique. C'est-à-dire, il s'en est séparé. C'était aussi d'ailleurs le moment où politiquement il se passait des choses pas très sympathiques. Et donc, dans mon monde contemporain, par exemple, bon, c'est vrai que moi, quand on veut m'enquiquiner en France, alors c'est bien, c'est que j'y suis pas, donc mon travail est vu comme un travail politique, je le montre très facilement à l'étranger, et c'est pratiquement impossible chez moi parce qu'il est vu comme politique, et quand on a envie d'être très méchant, on va dire ah oui, mais c'est de l'art social.
Ça, j'adore quand on dit ça. D'ailleurs, j'étais dans une commission il y a quelque temps où il y a un monsieur du ministère qui disait, vous comprenez, quand c'est social, déjà, on descend de 10 crans en qualité. Et donc, en fait, il y a cette espèce de haine de part et d'autre. Et en même temps, c'est drôle parce que les sociologues ne s'intéressent pas vraiment à nous, au sens fort du terme. Je ne pense pas que certains, là encore, il existe certains sociologues qui vont dans, je parlais d'art contemporain, qui vont dans des expos, qui suivent ça, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, chez les philosophes non plus d'ailleurs. Et donc, c'est vrai qu'il y a un rapport, il y a beaucoup de mépris. Et il y a beaucoup de mal-donne, et il y a beaucoup de non-dits, et il y a beaucoup de choses qui ne se font pas, qui passent pas, alors quand moi je dis que moi ce qui m'intéresse c'est un art qui est affecté par le monde et qui non pas un art qui n'est pas touché, ou qui serait complètement indemne du monde, je sais que je touche une partie de l'histoire de l'art française. Bon, j'ai vu qu'il y avait Catherine Frex dans la salle, mais qui est enfin, je vais citer sa thèse, c'est-à-dire on a eu toute une période en France où on a été divisé entre ce qu'on appelle un art de la pureté, un art de la forme, qui parle de la forme, ses poussins, ces choses comme ça, voilà, et puis un art qu'on qualifiait, qui était horrible, qui était l'art républicain, dans lequel on met Manet et Courbet, et on a pardonné à Manet parce qu'on estimait que finalement c'était un bon artiste, mais voilà, donc on est toujours, je trouve, dans cette configuration. Et dans les écoles d'art, je terminerai là-dessus, dans les écoles d'art où je suis arrivée très tard, je n'ai pas fait d'école d'art, j'ai fait l'université, et j'ai enseigné très tard dans l'école des beaux-arts en France, j'en ai fait 4, et j'étais étonnée à quel point, et encore maintenant, et encore aujourd'hui, il ne peut y avoir que de la forme, qu'un discours sur la forme, alors que moi, je pense que je n'ai jamais séparé la forme du sens et de ce que ça a à voir avec... voilà. Oui, j'adhère complètement à votre idée selon laquelle c'est pas forcément la même chose, les arts plastiques, la musique, le langage. On a l'habitude de classer comme activité artistique, justement, et de mettre dans des tiroirs bien précis, la sculpture, la peinture, etc. Ça, effectivement, ça ne fonctionne plus. Et donc, il y a un éclatement, non seulement à l'intérieur de chaque pratique, mais entre les pratiques aussi, il y a, je le sais, puisque j'ai eu la faiblesse d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts, donc je peux comparer avec mes confrères artistes, eh bien, il n'y a pas énormément de langage commun. Il y en a un peu, mais c'est plutôt une survivance. Et ce que vient de dire Madame, et ce que font beaucoup d'artistes qui travaillent avec le visible, c'est quelque chose qui n'est plus tellement proche de ce qu'on appelait la peinture. Des peintres, il n'y en a plus beaucoup. Donc, on a été obligé d'inventer une terminologie. Alors, on dit des plasticiens. C'est un peu bizarre. Alors, les plasticiens, ils peuvent manipuler de la couleur, de la forme, des choses dures, molles, en 3D, en 2D. Mais est-ce que les vidéastes sont des plasticiens? Alors, aujourd'hui, les techniques ont proliféré, et c'est la même chose pour le sonore. On a vu tout à l'heure un film qui se présentait comme un film sur, si j'ai bien compris, sur essentiellement le langage. Mais le mixeur avait travaillé de telle sorte qu'il était extrêmement difficile d'entendre le poème, parce que le rapport avec la musique était tel qu'il y avait un brouillage réciproque. Donc, ou bien on ne voulait pas qu'on entende le poème, à ce moment-là, pourquoi l'utiliser, ou bien il y avait simplement une maladresse de réalisation. Mais alors, c'est dommage. Il y a un peu partout des formes hybrides qui n'entrent dans aucune des catégories. Par exemple, une chose très fréquente, c'est des logiciels qui permettent de créer des sons avec des gestes dans l'espace. Il y a ça en démonstration à la Cité des Sciences. Et quand j'ai enseigné à San Diego, en Californie, les étudiants disaient « Ah, il faut que vous voyez ma nouvelle œuvre ». Alors, ils m'amenaient dans une salle. Ils avaient concocté un truc très compliqué avec de l'électronique, de l'informatique, etc. Et ils me faisaient la démonstration. Alors, je leur disais « Ah, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous comptez en faire ?» Ils me regardaient, ils ne comprenaient pas du tout la question, mais ça,
Voilà, ça fonctionne. Et l'année suivante, on le jetait et on faisait autre chose. C'est-à-dire que l'idée d'un moyen au service d'une pensée est devenue étrangère à beaucoup d'artistes. Elle est remplacée par l'idée d'expérience, soit avec d'autres êtres humains, soit avec eux-mêmes. Je pense à Orlan, par exemple, qui modifie chaque année un peu son corps avec des chirurgiens. Et ça, c'est une activité qu'elle considère comme artistique. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? Si c'est seulement un provocateur, il n'y a pas besoin qu'il fasse des œuvres. Il suffit de faire des gestes et inévitablement, il va faire des gestes destructeurs pour être remarqué. Quelqu'un comme Anish Kapoor, qui a tout de même un talent, a fait à Versailles quelque chose qui est surtout de la provocation au premier degré. J'ai été assez déçu de voir ça, parce que c'est quelqu'un qui a aussi une imagination. Voilà, donc je fais part de ma perplexité et de mon interrogation, mais en même temps, ce qu'a de commun, je crois, l'activité artistique avec l'activité intellectuelle et philosophique, c'est justement l'interrogation. La différence peut-être entre un intellectuel et un artiste, c'est que l'intellectuel veut poser les bonnes questions. Il n'a pas de réponse. Et l'artiste, lui, il donne des réponses. C'est-à-dire, ou plutôt, la réponse est dans la question. Mais comme la réponse est toujours insatisfaisante, il faut qu'il repose la question un peu mieux. Et comme ça, il continue à créer. Oui, par rapport à ce qu'on disait sur... C'est vrai que c'est intéressant ce qui est arrivé aux sciences humaines, on va dire plus généralement, parce que c'est redoutable, quoi. C'est-à-dire que quand on a un petit peu d'amitié pour ces sciences-là, bon, on constate quand même en permanence que elles sont convoquées, en tout cas un certain nombre de leurs concepts ou de catégories sont utilisées, bien sûr vulgarisées, mais il n'en reste pas moins qu'elles arrivent quand même intactes dans la nomination par, je veux dire, par exemple le management. Je veux dire, je connais pas de... C'est très, très... Dans la rhétorique d'entreprise, je dirais, néo-managériale, ça convoque en permanence de la sociologie. Alors évidemment de la sociologie, bien sûr dévoyée, vulgarisée, etc. On le voit aussi, Franck Lepage est très intéressant là-dessus, hein, celui qui fait des conférences gesticulées, qui a travaillé justement dans la culture, un moment, enfin on voit que je dirais même dans une certaine rhétorique municipale, enfin d'élus, de gestion administrative, en permanence, il y a des catégories sociologiques qui sont convoquées, qui sont un petit peu en général là pour masquer du réel, ce qui n'était pas exactement leur vocation. Donc je dirais, à ce titre-là, moi je dirais que de toute façon, il me semble quand même que la littérature, pour parler un petit peu de ma partie, a comme impulsion une grande méfiance vis-à-vis des mots, et a fortiori des mots les plus généraux, quoi. Il me semble qu'elle se situe toujours dans les intervalles de la généralité, mais alors je dirais a fortiori avec des concepts qui, non seulement, enfin, ont une espèce de double vice aux yeux de la littérature, en tout cas pour moi, de double écueil. C'est non seulement, en tant que concept, ils sont des généralités, et encore une fois, ça n'empêche pas qu'ils soient pertinents, et surtout, il se trouve qu'ils ont un usage qui est particulièrement redoutable dans le champ public, enfin dans l'espace public à un moment donné. Donc c'est vrai que je pense que c'est raison de plus pour... moi, je le voyais quand j'ai travaillé sur l'hôpital, par exemple, en tout cas sur une infirmière, de traiter la question de l'hôpital à travers, disons, le parcours subjectif d'une infirmière, de son travail précis, concret. Je consacrais même 30 pages à une journée, c'est ce qui me paraît vraiment la division ultime, de diviser le travail, les grandes catégories du travail en gestes, quoi, hein, une somme de gestes, et puis les décrire, en fait, tout simplement. Et puis après, un sociologue en déduira ce qu'il veut. Mais voilà. Mais je voyais bien, en étudiant un petit peu le dossier de l'hôpital, je voyais bien à quel point tous ceux qui sont actuellement, enfin, qui essaient de faire en sorte évidemment que les budgets soient restreints, qu'on comprime un peu tout ça, hein, comme c'est le cas dans à peu près dans tous les domaines, je dirais, sociaux actuels. S'arme en permanence d'une sorte de discours, disons, de rationalité qui croise énormément de catégories sociologiques, quoi. Alors ça, c'est très, très... Enfin, je suppose que je suis pas le premier à m'en rendre compte, et que je crois que c'était vraiment l'objet du bouquin de Chauvier, entre autres choses, quoi. C'était de voir, mais finalement, que tous ces concepts, encore une fois, qui avaient pu être pertinents quand ils étaient investis par, je dirais, des gens qui leur accolaient des choses très, très précises, devenaient absolument redoutables dès lors qu'ils étaient récupérés. Alors après, peut-être que les sciences humaines devraient s'interroger sur la facilité de recyclage des concepts qu'elles produisent. Ça serait peut-être intéressant, non pas comme autocritique, mais disons comme questionnement, quoi.
Oui, en vous écoutant, j'ai une question qui me vient à l'esprit et je voudrais la poser, même si elle est sûrement beaucoup trop complexe et je ne vais pas arriver à la poser clairement. Mais je crois que ce dont parle Sylvie Blocher, c'est quelque chose qu'on peut voir comme historien, c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'art entre à la fin du XIXe siècle dans quelque chose qu'on pourrait appeler, ce que Foucault appelait la biopolitique. C'est-à-dire que l'art devient... J'entends ça dans ce que dit Sylvie, je ne sais pas si elle sera d'accord, mais et c'est ce qui s'est passé finalement avec le nazisme, c'est-à-dire qu'il y a des conceptions sociales de l'art qui sont là pour modeler les représentations sociales et qui sont agies par des véritables ingénieurs. C'est très pensé, c'est très sociologiquement pensé. Donc les instruments de la sociologie viennent servir cette biopolitique. Alors je ne suis pas du tout sociologue, je ne sais pas si je dis des choses tout à fait contestables, mais comme historienne de cette idée-là, on peut le voir dès la fin du XIXe siècle. Je me demande donc, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi la sociologie ne s'intéresse pas à ses propres effets dans cette formation-là, comme on disait. Y a-t-il un sociologue dans la salle? Ou un historien, ou un anthropologue, ou quelqu'un qui répond. C'est difficile. Non, bon, je ne sais pas si un sociologue veut répondre. Non. Moi, j'avais envie de dire autre chose, et d'ailleurs pas dans ma partie à moi d'artiste visual artist. Moi, je n'emploie jamais le mot d'artiste plasticienne. Et puis, je voulais rassurer quand même Monsieur Mache. Duchamp dit qu'on peut faire de l'art avec n'importe quoi. Je trouve ça très très bien, mais il rajoutait toujours que n'importe quoi n'est pas de l'art. Donc ça devrait vous rassurer. Et puis en fait, je voulais revenir sur autre chose. C'est le livre d'Édouard Louis. J'étais fascinée de voir les réactions à la fois de fascination ou soit de violence extrême contre ce livre, et parce que c'est vrai que sûrement ça va tout à coup toucher un autre public, d'autres configurations sociales, et qu'on est quand même dans une période actuelle, excusez-moi, on est quand même dans une période de l'art extrêmement réactionnaire, hein. C'est-à-dire, vous savez, aux quatre coins du monde, moi, la censure est de plus en plus dure. Moi-même, j'ai pas pu ouvrir mon exposition en septembre dernier qui s'appelait Color of Confusion au musée d'art contemporain de San Antonio. On revient à des formes d'art très formelles, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu moins dérangeant, ou en tout cas pas un art réaliste, ou quelque chose, même si moi je me sens pas dans un art réaliste du tout, mais on est comme ça. On est d'ailleurs, détrompez-vous Monsieur H, on est dans un très grand retour de la peinture. Si on va dans les expos d'art international, j'ai présidé un jury il y a 3 jours, il n'y a plus d'installation, il n'y a pratiquement d'ailleurs plus de vidéos, la vidéo d'ailleurs ça se vend pas, les peintures se vendent très très bien, se vendent très cher, c'est une base sûre, donc il y a quand même un nettoyage, quoi, un nettoyage très très fort, et même alors moi je vais très loin parce qu'on est dans une configuration je dirais économique de mondialisation. Vous savez, quand vous voyagez, vous savez d'ailleurs plus trop dans quel aéroport vous êtes. J'appelle ça le syndrome de la moquette, hein. On sait plus trop où on est. C'est la même moquette, on sort, c'est les mêmes magasins et tout, et on est dans une sorte de chose qui s'aplanit comme ça, mais je le dis pas comme une mélancolie, n'entendez pas ça, parce que je suis pas du tout comme ça. Je regrette pas, moi, l'ancien temps, je trouve que c'est d'ailleurs vachement moins bien, mais on est quand même dans une guerre de l'imaginaire, une guerre incroyable, quoi. C'est-à-dire, on est censé devenir singulier, vous êtes d'une singularité radicale si vous portez Nike, enfin c'est quand même alors c'est là où j'ai envie de dire quelque chose par rapport à la journée d'aujourd'hui. J'ai écouté très attentivement depuis ce matin 9h. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tension aussi chez vous.
J'en ai relevé tout plein. Là, j'ai un petit carnet, je pourrais vous le donner après. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et notamment sur la question du récit. Alors, franchement, vous devriez quand même vous intéresser beaucoup plus, parce que c'est trop facile de dire il y a les storytelling, il y a quand même la question du récit qui est énorme. Et alors, s'il y a une chose dont on manque en France, là encore, c'est du récit. Il n'y a plus de récit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui cimente quoi que ce soit, que des gens complètement... voilà. Donc, je propose à l'EHESS. Là, oui, je suis assez d'accord avec pas mal de choses que vous venez de dire. Notamment le récit. Les musicologues s'intéressent beaucoup à la narrativité en musique. La musique raconte, ou peut raconter. Et qu'elle raconte quoi ? Ça, c'est beaucoup plus difficile à définir. Et moi, je pense que le fond de la question, mais alors là, je vais encore me faire des ennemis, c'est que la musique est à l'origine du langage, et non pas l'inverse. Le langage est une musique qui s'est dissociée de la musique en général pour atteindre l'efficacité dans la communication. Une vocalité primitive devait probablement exprimer surtout des émotions, comme c'est le cas dans le monde animal. Enfin, le monde animal aussi exprime des besoins, des instructions, des menaces. Donc il y a aussi l'esquisse d'un langage. Alors les deux sont consubstantiellement liés. Les poètes sont ceux qui s'en rendent compte encore. Mais vouloir dire que la musique est probablement un art plus archaïque que le langage, c'est intéressant parce que ça montre que l'homme peut retrouver la nature comme quelque chose dont il fait partie. On a un pape qui vient de dire quelque chose dans ce sens-là. C'est la première fois que j'entends un pape prendre la position de cette sorte, parce que la mise à l'écart de l'humanité par rapport à la nature, elle remonte quand même à la Bible. Donc on a un pape qui a dit quelque chose qui n'est pas du tout biblique, là, en disant que l'homme devait respecter la nature. Dans la Bible, on ne la respecte pas, on l'exploite. C'est pas pareil. Donc je suis très content, je trouve que l'époque est merveilleuse parce qu'elle va retrouver une certaine harmonie avec la nature, assez exploitée comme ça. Il serait temps de la regarder avec plus de sympathie. Moi, d'abord, je voudrais vous remercier pour des interventions très riches et une réflexion qui mériterait qu'on poursuive longuement ce débat. Je voudrais faire un lien entre la discussion là, qui a eu lieu, puisque tu sollicitais les sociologues. Je pense que, Sylvie, je te remercie tout particulièrement d'avoir passé la journée à écouter nos discussions parfois un peu pointues. Je suis intéressée aux tensions que tu as relevées parce que je pense qu'il y a eu un travail et chacun s'est beaucoup contrôlé pour qu'aucune tension n'explose. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tout le monde s'est très bien tenu. Et donc voilà ce que c'est que le regard d'artiste. Elle les a perçus sans nous connaître et sans rien savoir de cette histoire. Ah, il y a des assassins ici, il y a des mots assassins, c'est assez joli. Voilà. Alors le lien que je trouve le point que tu as soulevé, c'est-à-dire ce rejet du social dans l'art contemporain que je pense on trouve moins aujourd'hui, mais qu'on a trouvé longtemps aussi en littérature. Je pense qu'on peut faire le lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que l'instrumentalisation pendant des décennies de l'art par les idéologies, la politique, et ça rejoint aussi l'instrumentalisation des sciences sociales que vous avez évoquées à très juste titre. Alors une instrumentalisation qui était dont certains artistes et dont certains sociologues, psychologues, économistes ont été complètement complices, participé de manière très volontaire. C'est même pas à leur insu. C'est-à-dire il y a des dévoiements de concepts, mais il y a aussi on va pas se voiler la face sur le fait qu'il y a des artistes qui ont été au service des pouvoirs, il y a des écrivains qui ont masqué la réalité, tout comme il y a des sociologues qui ont masqué la réalité. Et donc, je pense que ce retour à l'art pour l'art, il s'est fait très largement en réaction contre ça, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que
voilà. Et alors cette position s'est durcie, et je pense qu'elle a empêché aussi le dialogue avec les sciences humaines et sociales, et je pense que vous avez raison de pointer la difficulté de trouver cette discussion parmi les écrivains et les artistes. De même que, je pense, c'est vrai, il y a une clôture un peu aussi des spécialistes de sciences humaines et sociales qui se sont séparés du milieu artistique, alors que ce dialogue, je suis d'accord, il existait effectivement. Bourdieu, il lit Flaubert, pas seulement pour étudier Flaubert, mais pour comprendre le monde. Alors bon, moi je lis de la littérature et je travaille sur la littérature, mais c'est vrai que dans un article de sociologie, par exemple aux États-Unis, il ne viendrait pas à l'idée de citer un roman comme source certainement, mais pas comme source de réflexion. Voilà. Alors que j'aime à dire que j'ai tout appris dans la littérature enfant. Donc la littérature, et on va en parler demain, est une forme de connaissance aussi. Et l'art, c'est la même chose. Et ça structure nos cadres de perception de la réalité, et pas seulement de la réalité, mais des formes. Voilà. Donc des formes de vie, des formes. Est-ce que ce n'est pas à cause du jdanovisme et des excès, justement? Oui, c'est ça. C'est ce que j'essayais de dire. Il y a eu le jdanovisme, il y a eu le nazisme que Sylvie a évoqué. Il y a eu aussi un engagement contre l'art engagé, enfin une réaction contre l'art engagé en France, contre un certain moralisme sartrien qui n'était pas au service des pouvoirs, mais qui était très engagé. Donc il y a eu toute cette histoire qui est en arrière-plan, mais je trouve effectivement qu'on a durci. Et enfin, le fait que Sylvie Bleuchet puisse exposer à l'étranger, parce que aujourd'hui on cherche cette parole critique chez les artistes, chez les créateurs, et qu'en France ce soit pas possible, c'est aussi le fait que Sylvie soit une femme, je pense. Moi j'ai envie de finir pour un joli petit texte que je vous avais amené, qui est dans la thèse de Catherine Frex. Le malheur de Courbet aura été de rencontrer sur son chemin certains métaphysiciens de la politique et certains esthéticiens du réalisme. Mais quand il se laisse aller, sans aucune arrière-pensée philosophique ou sociale, à son amour simple et grand de la nature, Courbet, à la fois nouveau et classique, s'égale par la perfection d'un métier à la fois savant et libre, au plus grand maître du passé. Prout, prout, prout. Entre nouveau et classique, vous voyez bien que on sent là toute la fascination pour un grand art national, les héros, l'art autonome, pur, méprisant de tout ce qui l'entoure. C'est un con, parce que c'était vraiment un révolté. Mais oui, moi j'adore Courbet. Non, mais en fait, c'est vraiment un texte c'est un texte de Pierre Jameau qui essaye d'expliquer que Courbet, en fait, c'est un pauvre type, quoi. Enfin, c'est un homme qui, je l'ai peut-être pas bien lu, mais voilà, c'est que quand il se laisse aller à ses plaisirs simples de la nature, il est un bon peintre, et quand il rencontre les métaphysiciens de la politique, ça devient un artiste républicain, quoi. Enfin, et puis c'est toujours actuellement la même chose. Juste avant de passer la parole, un point sur peut-être plus pour pointer des raisons qui sont aussi internes aux sciences sociales, sur le fait que les sociologues citent moins aujourd'hui, parce que ils l'ont fait, y compris aux États-Unis. Mais c'est vrai que si on s'en tient à Chicago, Andrew Abbott ne va pas citer un roman dans sa conférence Marc Bloch. Mais si on remonte 2 générations en arrière, Irving Goffman et Howie Baker, pour prendre 2 contemporains, l'ont fait et continuent de le faire pour Baker très régulièrement. Donc il y a là aussi une évolution, une technicisation probablement de la sociologie Oui, moi je crois que c'est vraiment ça, c'est une question. Il y a eu quand même un moment où, de toute façon, la seule documentation sociologique qu'on avait avant la sociologie, c'était la littérature, d'une certaine manière. Enfin, il y en avait peut-être d'autres, et qu'il y a un moment, cette préemption, enfin en tout cas ce primat de la littérature s'est peu à peu perdu au fil de la scientifisation des sciences humaines, qui se sont dotées d'un arsenal théorique qui était absolument pertinent. Et donc moi je voudrais citer une petite anecdote comme ça, et ça ne sera pas du tout au discrédit de la personne qu'elle convoque, parce que c'est quelqu'un que j'aime plutôt beaucoup et que j'ai beaucoup lu, c'est François Dubay, et je l'ai croisé récemment dans un festival littéraire justement. Et alors il est venu me voir, alors un peu pété de rire comme ça, en me disant qu'il avait lu justement mon livre La Politesse, là, donc qui traverse le champ littéraire. Et je lui dis c'est enfin un sociologue qui s'est intéressé à ce truc-là, quoi, parce que je me dis c'est quand même il y a de la matière là-dedans pour, par exemple, une sociologie de la culture, quoi, une matière très comme ça, chaotique, encore une fois subjective, un peu comique aussi, un peu burlesque.
peu poétique, je veux dire, quelques mots, quelques sens qu'on mette là-dedans. Et non, en fait, là, ce qu'il avait adoré dans le livre, et ce qui créait cette espèce de collusion comme ça, où on se tapait dans les coudes l'un l'autre, c'était qu'en tant que lui-même auteur circulant dans ce champ-là, et ayant reconnu un certain nombre de situations type, la fameuse dédicace où on n'a personne, enfin, parce que bon, le livre a comme ça un matériau un peu comico-absurde ou comico-grinçant, mais pas du tout au titre de... moi qui, en plus, c'est un sociologue de la culture, entre autres choses, surtout un sociologue de l'éducation, mais ça l'intéresse beaucoup, le champ culturel, mais à aucun moment, je crois, avec toute la relative sympathie qu'il a pour moi, parce qu'on s'est croisés déjà 2-3 fois, puis c'est aussi l'admiration que j'ai pour lui, à aucun moment, devant ce livre, qui me semble pouvoir fournir de la matière, même si c'était évidemment pas sa vocation, il se dit que ça pourrait éventuellement alimenter sa propre réflexion sur l'analyse du champ culturel. Donc là, je me suis dit, bon, encore une fois, ça n'est qu'une anecdote, hein, c'est bassement empirique, mais je crois que ça parle un peu quand même. En vous écoutant, en écoutant cette discussion, je me dis qu'on devrait faire ça plus souvent, parce que vraiment, là, on commence à avoir le début d'une dynamique qui est intéressante et que je trouve en même temps chargée de tension et qui est intéressante précisément pour cette raison. Alors, en écoutant ça, d'une part, je suis partagé entre sentir qu'il y a comme une interpellation des sciences humaines et sociales, voire de ce que font les sciences sociales dans la cité. Et donc, j'ai une envie de mettre une casquette un peu corporatiste, de dire, mais c'est pas tout à fait comme ça. Au contraire, par exemple, dire la philosophie a bien pensé l'affect. Il suffit de citer Deleuze, et non seulement Deleuze, mais tout ce qu'on a fait, non seulement en philosophie, mais ces dernières années dans le domaine d'une étude des émotions, les émotions, la sociologie des émotions, l'histoire des émotions, les rapports entre émotions et art en psychologie cognitive, tout ça sont des sujets auxquels on n'arrête pas de réfléchir. Ça, c'est une chose, mais c'est pas pour vous renvoyer la balle, c'est justement parce que je pense que dans le type d'interaction qu'on peut créer à partir de ça, c'est là où on a un mot commun qui est un mot-clé, qui est le mot de critique, qui vient d'être prononcé par Gisèle. Disons, on n'est pas ni les artistes, ni les gens qui sont dans les sciences sociales sont les seuls détenteurs de la fonction critique, loin de là, mais on a au moins ça en partage parmi d'autres manières de penser ce qu'on fait nous-mêmes. Et donc, là aussi, je reprends ma première casquette de l'interpellé qui renvoie la balle. La question des pouvoirs cognitifs de la littérature, de ce qu'on peut apprendre du social en lisant les romans, ça n'a jamais été aussi à l'ordre du jour que maintenant, en tout cas dans cette maison. Peut-être que ça n'est pas encore assez connu, ou aussi connu de ce qu'avait produit Bourdieu en lisant Flaubert, ou etc. Mais enfin, je peux vous dire que ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on réfléchit, non seulement à la littérature comme un objet dont on s'intéresse parce qu'il est un accès sur le monde, mais aussi à l'écriture que nous faisons ici et partout ailleurs dans le domaine des sciences sociales en tant qu'écriture. Il y a un collègue qui n'est pas ici, mais qui vient de faire paraître un bouquin avec... beaucoup de gens ne sont pas d'accord, on peut en discuter, mais c'est un peu un manifeste, c'est... l'histoire est une littérature contemporaine. Là, il y a tout un espace de débat entre nous et avec vous, et je pense que c'est vraiment important, en tout cas pour moi très intéressant qu'on le fasse, y compris sur la question des rythmes de tout ça, parce qu'en écoutant François-Bernard Mache, je me disais, effectivement, vous avez tout à fait raison de revendiquer une originalité ou même un statut de précurseur, que sais-je, dans le domaine de cette zoomusicologie. En même temps, on en a eu un rappel très éloquent ce matin d'à quel point les questions d'éthologie ont été centrales dans la pensée de Deleuze et Guattari. Donc voici 35 ans et plus. Mais Guédon nous en a rappelé l'importance tout à l'heure, et c'est quelque chose qui revient, par exemple, dans le bouquin que vient de faire paraître Jean-Marie Schaeffer sur l'expérience esthétique, qui à son tour nourrit ce qu'on fait ici quand on réfléchit à l'art, mais j'espère aussi les artistes qui voudront le lire. Mais enfin voilà, je me réjouis vraiment de cette dynamique qui s'enclenche, et en même temps, je réagis un peu parce que finalement on est là pour ça. Donc, voilà. Quand même, je voudrais vous répondre de façon très courte. Quand je parlais des affects, je parlais du XXe siècle, pas du XXIe. C'est important, mais je parlais surtout des arts plastiques, c'est-à-dire cette impossibilité dans les années 80. Moi, quand j'ai commencé, de même citer le mot, c'était juste impossible. C'est-à-dire, on me pensait que j'étais Mère Teresa, ou qu'est-ce qui se passait exactement. Donc, alors que pour moi, ça avait un enjeu théorique énorme, et qu'il faut vraiment se replacer dans les années 80, les années 90.
Et la réaction au Festival d'Avignon sur la question de l'extermination, d'une certaine façon, elle regroupait aussi cette question-là, ne pas être affecté parce que le récit national n'est pas de ce côté-là. En tout cas, c'est vrai que cette maison est un des rares lieux où on pourrait avoir ce contact et cette discussion. Oui, peut-être pour vous rassurer, c'est pour ça que j'ai été trop rapide tout à l'heure, mais quand j'ai commencé par dire que mon goût pour les sciences humaines ne me venait pas du tout, n'avait jamais été induit par mon parcours dans les lettres, c'était une incrimination, je dirais, réciproque. Pas une incrimination, le mot est trop fort, mais non, ce que je constate, c'est que le champ romanesque, enfin disons les agents du champ romanesque, appelons ça des écrivains, des romanciers. Ce que je constate, alors encore une fois, empiriquement, mais j'ai quand même j'ai vu du monde, quoi. Donc ça finit, c'est une empiricité un peu conséquente. Alors à une espèce de souverain mépris, général, comme ça, pour les sciences humaines. Hein. Donc je crois même que c'est beaucoup plus violent dans cette réciprocité-là. Bon, et en même temps, c'est peut-être aussi un effet induit, quoi. Ça, c'est peut-être un contre-coup, parce que je trouve que ça se parle pas beaucoup. On pourrait le dire autrement, mais ça nous emmènerait ailleurs. Moi, je sens une droitisation je trouve un partage des tâches assez. La gauche sa chose textuelle serait les sciences sociales, et la chose textuelle de la droite serait le roman. Je vais trop vite, mais vraiment, oui, c'est. On en est là, figurez-vous. C'est des hypothèses, voilà. Mais je vous laisse y ruminer tout ça. Mais merci à tous.